أكيرانج محمد باكيرة دي روح ذي تبع ماسين فركال كمل مسلاي هذا فير لي كاميرا نكوني غنمسلاي ثلاثة غن أو مسا ساغا ليلا ديالو نغورنات قيمة لاغا شيغوش Azul, bonsoir. Vous êtes juriste, hein, oui. Touareg. Alors ma première question avant de parler un peu des femmes, je sais que vous vouliez parler beaucoup de la situation des femmes, elles ont manifesté d'ailleurs contre les islamistes. Oui. Je voudrais avoir votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les images des islamistes qui détruisent des mausolées à Tombouctou? Bon, alors franchement, effectivement, on ne peut que s'émouvoir qui détruisent des patrimoines culturels de ce type-là, patrimoine religieux. Maintenant, moi, ma position, c'est qu'il faut quand même savoir raison garder. Je n'ai pas vu une indignation de ce type-là, comme par exemple la destruction des Bouddhas ou la destruction des mausolées. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on peut passer en boucle la destruction des mausolées et qu'on ne peut pas passer en boucle la répression des femmes qui a à Kidal. Je veux dire, pourquoi on peut crier au scandale quand il s'agit de détruire, on va dire que malgré tout, ce sont des objets. Et on ne peut pas crier au scandale quand on frappe une femme, quand on réprime une femme. Enfin, il faut garder la mesure. C'est vrai, ce sont des patrimoines à protéger, patrimoine de l'UNESCO. La femme tamashek, c'est un patrimoine de l'humanité. Je pense qu'avant de protéger le bien culturel, il faut protéger la personne humaine à travers... Vous pensez, vous aussi, que c'est une manière de préparer l'opinion internationale à une intervention? Oui, et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il faille une destruction de biens plutôt qu'une destruction de personnes pour pouvoir sensibiliser l'opinion internationale. C'est bien dommage, mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a beaucoup... On se mobilise beaucoup, par exemple, pour défendre les phoques. Mais je veux dire, attendez, il faut quand même garder la raison, quoi. Il faut quand même garder la raison. Je veux dire, il y a des gens, il y a des femmes qui se font battre, il y a des femmes qu'on est en train de chasser, des activistes qu'on est en train de chasser de chez elles parce qu'elles sont activistes. Moi, effectivement, je n'ai que de la peine par rapport à la destruction de ce patrimoine-là, mais j'en ai encore beaucoup plus par rapport au sort des femmes qui sont actuellement dans le Nord. Vous la souhaitez ou vous ne la souhaitez pas, l'intervention? Alors, moi, j'ai une position mitigée. Hier encore, j'étais avec une association de femmes et on sait très bien ce qu'amène la militarisation des zones. On sait très bien ce que ça amène. On sait très bien que ce sera de la prostitution en local, ce sera des viols, ce sera des rapts, ce sera tout ça. Quand la militarisation va arriver dans cette zone-là, ça va amener son paquet d'horreurs propres à la militarisation, qu'on trouve déjà avec ce qui se passe, mais là, institutionnalisé par les militaires, on va dire. Il suffit de voir en France, quand une femme passe à côté d'une caserne, ce qui se passe. Et imaginez dans un endroit, presque de non-droit, dans une zone de conflit, ce qui peut se passer quand il y aura une militarisation sur place. Effectivement, il faut aider le MNLA à chasser tous ces groupes qui n'ont vraiment rien à faire dans ce coin-là. Comment l'aider? Appuyer les efforts de MNLA. Hier, j'étais dans cette réunion de femmes. Militairement, comment l'aider? Est-ce qu'il faut Oui, certainement militairement. Et hier, j'étais dans cette réunion et il y avait un acteur politique malien, Bambara, qui disait « Nous, on est pour qu'on ait une action militaire pour chasser les groupes, pas pour le MNLA. » Alors ça, j'ai été très étonnée, parce que déjà, il va falloir faire le tri, et puis je pense qu'une fois qu'ils seront là-bas, ils vont pouvoir en profiter pour pouvoir chasser le MNLA aussi. Mais c'était un acteur politique malien, c'est du gouvernement central en fait, qui disait qu'ils veulent intervenir pour chasser les intégristes. Ça, c'est le nouveau discours que moi aussi je le lis, hein, ces derniers jours. Un peu partout, je commence à lire que la CEDEAO, la communauté internationale n'a rien contre le MNLA, mais il faut intervenir contre les islamistes. Pourquoi ce changement de... Non, il n'y a pas de changement, mais c'est une lecture d'hypocrite, tout simplement. Parce que dans le jeu de puissance internationale, et c'est ça la question fondamentale, le peuple touareg ne demande même pas, le MNLA ne demande même pas un soutien. Mais si on procède de la manière la plus sage, qu'on reconnaît le statut de représentant légitime de l'Azouad ou du peuple touareg, ce sera suffisant. Ce sera largement suffisant. En tant que représentant légitime, on l'a bien reconnu pour le CNT, pour Libye. On le cherche à le reconnaître pour la Syrie.
Le FLN, en 1954, son premier combat, c'était de faire reconnaître cette légitimité. Donc, le peuple de l'Azawad a un représentant légitime qui s'appelle le MNLA. Et puis, à partir de ce positionnement, disons, d'accord, vous êtes le représentant du peuple, légitime du peuple touareg, et d'ici 2 ans, vous aurez un référendum. Et on décidera de la logique. Ça, c'est la logique de la sagesse, c'est la logique du droit international, chère madame. Bien sûr. De l'ONU. Et non, on fait table rase, et c'est ça la partie hypocrite dans la démarche internationale, table rase sur cette question-là, fondamentale. Et on dit, bon, on va aider, on va pas aider, on va envoyer des cartons, on va mobiliser le secours international, le secours catholique, le secours... c'est de la rigolade, tout ça. Vous pensez, vous, quoi d'Ansar Dine en tant que femme, touareg, militante? Oui, bon, les femmes elles se sont soulevées contre ça. Nina Walet Intalou, elle a fait une déclaration très très frappante par rapport à ça. Je pense que les hommes aussi doivent se mobiliser parce qu'on va croire que les femmes seront les seules perdantes de cette affaire-là. Mais il ne faut pas croire que les hommes aussi, ils perdront. Ils perdront de cet intégrisme-là, de ce terrorisme-là, quel que soit le nom, l'étiquette qu'on va lui donner. Les hommes, ils perdront aussi. Alors, il faut vraiment que... Effectivement, les femmes, ils perdront, mais les hommes vont perdre. Seuls les nantis vont pouvoir s'en sortir, comme d'habitude. Mais en plus, dans ce genre de peuple où il y a quand même malgré tout des hiérarchies, où il y a des castes, où il y a des choses qui sont quand même assez conservées, avec ce genre de personnes, on ne va faire qu'accentuer les différences entre les personnes humaines. Est-ce que la femme touareg, c'est une chance pour le MNLA? On les a vus, comme elle dit, on les a vus se battre et se manifester contre les islamistes. La femme, moi, je connaissais ma lecture sur la femme touareg. La femme touareg est une chance, certes, d'abord vraie pour les Touaregs, mais c'est une chance pour l'Afrique du Nord. Parce que la femme touareg, elle s'inscrit dans une tradition millénaire berbère. Pour l'anecdote, et ça c'est pas pour... Je l'ai vécu, moi, dans tout l'Azawad historique, quand vous frappez à la tente, c'est la femme touareg qui vous reçoit. La personne qui se voile sur le territoire des Touaregs, c'est l'homme, c'est pas la femme. S'il y avait un Touareg, on aura sa burqa. On aura sa burqa, mais là... Alors, on a parlé tout à l'heure de l'intangibilité des frontières. Je sais que vous êtes juriste, vous êtes un peu spécialisé. L'on a dit un mot. Finalement, au niveau du droit international, ça ne veut pas dire beaucoup de choses, ce principe. C'est pas que... Je pense que l'intangibilité de frontières, elle ne doit pas être considérée de manière désincarnée, c'est-à-dire sans sa référence humaine, en fait. En fait, il n'y a pas d'intangibilité de frontières qui peuvent être discutées sans parler des peuples, en fait. Ce n'est pas les peuples qui doivent s'inscrire dans un territoire, c'est les territoires qui doivent se dessiner autour des peuples, à mon avis. Donc, à ce moment-là, je veux dire, dès l'instant, c'est vrai que tout le monde le sait que les frontières ont été dessinées de manière un peu comme si vous donniez à un enfant de 3 ans de dessiner un dessin, comme ça, à la va-vite. Mais effectivement, ça amène encore aujourd'hui la discussion de ces mêmes frontières, Je l'avais dit dans la dernière fois que je suis passée chez vous, qu'effectivement, l'intangibilité des frontières, elle ne joue que dans une vraie démocratie. Mais pour moi, la vraie démocratie, c'est celle qui amène les peuples à s'autodéterminer. Alors, les gens croient tout de suite que l'autodétermination, ça rime avec indépendance. Alors qu'en fait, non. L'autodétermination, chaque peuple, à l'intérieur d'un même État, peut s'autodéterminer, disposer de lui-même. Et ça, c'est la vraie démocratie. Moi, je le vois dans les quartiers où j'habite. Il y a des questionnaires de quelle est la vision de votre quartier, quelle est la vision de votre devenir d'ici 10 ans, comment vous voulez que ça se passe. Et voilà. Pour moi, ça, c'est de l'autodétermination aussi. Voilà. Il suffit de demander aux gens comment vous voyez votre avenir dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous amener vers ça. Et on y arrive. Ça, c'est de l'autodétermination. Quand il y a une sécession, c'est qu'il y a vraiment un échec de la démocratie, je veux dire celle qui est participative, celle qui localise la gouvernance, en fait. Voilà. Vous pensez, oui, juste une petite précision sur cette question. Au plan du droit international, et elle peut me corriger si... Au plan international, ce qui émane de la Charte des Nations Unies, c'est l'intégrité territoriale. Oui.
ça. Le concept d'intelligibilité, il n'est pas admis dans les relations internationales. C'est un concept qui a été forgé à partir de 1964 par l'unité africaine à Addis Ababa. Et donc, on oppose les deux parce qu'en principe, il y a deux lectures et deux étages de lecture. Intégrité territoriale, ça suppose que les droits des minorités sont reconnus par le droit à l'autodétermination. Oui, vous êtes puissance. Je reconnais l'intégrité territoriale de votre pays, mais il y a également pour les minorités, ou les différences, pas forcément minorité. Le peuple Touareg est différent du peuple Peul, par exemple. Et donc c'est une question pas de nombre, mais de dimension civilisationnelle. Il a le droit, ce peuple-là, il a le droit à un référendum. Également, deuxième type de lecture, du point de vue du droit international, l'intégrité suppose reconnaissance mutuelle. Je suis un État, par exemple la Tunisie, vous êtes l'État, par exemple l'Algérie ou Marocain. Il faut que les instruments de ratification et de reconnaissance sont déposés aux Nations Unies pour que les Nations Unies vous accordent le statut de souveraineté sur tel. Et tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, et c'est pour ça qu'on n'exclut pas l'échange des territoires. L'échange des territoires, c'est ce que demande Israël aux Palestiniens, l'échange de territoires. Même pour le Sahara occidental, ce qu'a proposé le Maroc ou l'Algérie, échange des territoires. Et donc, cette question est une question qui est mise en avant pour opprimer le peuple touareg et pour mystifier ce combat. J'aimerais qu'on termine par les femmes, justement. Vous avez parlé tout à l'heure, elles ont manifesté. Comment se passe actuellement leur vie? On a parlé de viol, on dit qu'elles ne sortent plus, qu'elles doivent être voilées. La femme touareg qui n'a jamais été voilée est obligée de mettre le voile. Quelle est la situation actuelle? Oui, certainement très difficile, très très difficile. Nous, les échos qu'on a, c'est vraiment... il faut vraiment être très fort pour se battre dans un contexte pareil. Ça, franchement, et vraiment, pour ça, j'appelle vraiment une solidarité internationale par rapport à ce combat des femmes. Les gens, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut amener, ou alors ils ont une idée, mais on s'en fout, de ce que ça peut amener ce genre d'intégrisme dans un pays, quoi. Donc, il n'y avait pas plus tard qu'hier une dame qui me racontait que dans certains pays, ils étaient en train de discuter à quel moment, jusqu'à quand le mari ne pouvait plus avoir de rapport sexuel avec sa femme après sa mort. Après sa mort. Donc la discussion n'était même pas s'il pouvait avoir des relations sexuelles ou pas, mais après combien de temps après la mort? L'Égypte, non? Oui, après combien de temps? Après combien de temps on pouvait encore avoir des relations sexuelles? Et ils se sont convenus sur 6 heures. 6 heures après la mort, on pouvait encore avoir des relations. Ils sont tolérants parce que dans la doctrine wahhabite, c'est 4 mois et 10 jours. Oui, mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible par rapport à la personne humaine, ça. C'est quand même terrible. Et il y a plein de choses comme ça, des exemples qui tendent à réprimer, à détruire le statut de la femme, et ça, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Les femmes touareg ne vont pas l'accepter. Elles se battent actuellement là-bas. Elles se battent. On a renvoyé deux femmes activistes, et elles continuent à se battre, et elles ont besoin de l'aide de tout le monde. De tout le monde. D'accord, on va se mobiliser pour les mausolées, mais quand même, il faut se mobiliser pour ces femmes-là. Oui, d'abord, le vrai mausolée, c'est la femme. Mais bien sûr, voilà. Le patrimoine de l'humanité, c'est la femme. C'est la femme, et c'est pas un mausolée. C'est pas un mausolée, c'est la femme. Et donc, vous pouvez détruire autant de mausolées. Je ne pense pas qu'ils empêcheront d'enfanter quelqu'un. En revanche, vous détruisez toutes les femmes. Je pense que vous avez fini avec l'humanité. Voilà. Très bien. Alors, juste en 2 minutes, je vais vous dire, qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer dans les 15-20 jours, dans le mois qui vient? Est-ce que vous avez une idée comment ça va se passer? Moi, je pense que, d'abord, le premier niveau, la principale puissance régionale, donc Alger, et les puissances internationales, ils ne peuvent plus, à mon sens, laisser filer, ou laisser, si vous voulez, Ansar ad-Din et compagnie, instaurer le roi. Parce que, tout simplement, et chose qu'eux le savent aussi, que les islamistes, une fois au pouvoir et une fois installés, ils utiliseront ces moyens qui a installé les talibans au début, avant 2001, au pouvoir, c'est les services de renseignement pakistanais sur ordre de la CIA. Une fois qu'ils étaient à Kaboul, ils se sont tournés contre les Américains. Et s'ils s'installent, et je ne le souhaite pas,
je sais, je suis même convaincu que le peuple touareg a les moyens de les chasser. S'ils s'installent à Kidal, ils vont utiliser leurs armes contre Alger et contre les puissances internationales, donc la France et les États-Unis. Donc il faudra tout pour trouver une solution intermédiaire, c'est celle de reconnaître le droit à ce peuple, à l'autodétermination, et d'abord de reconnaître la légitimité. Ouamana, c'est le représentant légitime du peuple de l'Azawad. Et à partir de là, la question est réglée. Alors, qu'est-ce que vous attendez, la femme notamment, la femme touareg, qu'est-ce qu'elle attend des berbères, qu'ils soient en Afrique du Nord, en France notamment, et sur la femme berbère, la femme kabyle, la femme chaoui, la femme rifaine, la femme berbère en général. Vous attendez quoi pour lancer un appel qui vient d'abord samedi, mais aussi ils doivent être à côté de vous? Alors nous, on va lancer une pétition qui va être de l'ordre international pour pouvoir apporter un soutien au moins par ce biais-là. Donc vous allez pouvoir visiter ça dans plusieurs sites, hein, même dans le site de mon organisation, l'International Touareg. Mais ça va être un collectif d'associations pour pouvoir dire voilà, on est derrière vous, tout ça. Après, effectivement, il va falloir faire des actions, des manifestations, se mobiliser pour que, par exemple, qu'il y ait par exemple des corridors humanitaires, des couloirs humanitaires par rapport à ces femmes-là, qu'il y ait des zones où on ne peut plus y toucher à ces femmes-là, où elles peuvent manifester comme elles veulent, elles peuvent faire leur vie comme elles veulent, qu'il y ait des zones humanitaires où personne ne peut s'y approcher. Après, moi, je voudrais dire une chose aussi, ou deux choses, si vous me permettez. En France, dans l'Occident en général, l'ordre du spirituel, du temporel, ça a toujours été plus ou moins lié. Tantôt, ils ont travaillé avec, tantôt, ils ont cherché. Chez les Touaregs, la caste du religieux, c'est une caste à part, qui ne s'est jamais mêlée des affaires de décision, de direction d'un pays. C'est la caste des Nisliman. Les Nisliman, ils n'ont pas un pouvoir sur les décisions de gouvernance d'un pays. Ils ont un rôle certainement essentiel de conseil, mais ils ne sont pas des dirigeants. Ils ne sont pas des dirigeants. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune manière de ça doit se passer qui est des religieux ou de quoi que ce soit qui dirige un pays. Non. Voilà. Je voulais dire ça. Merci. Moi, juste un mot, c'est ça la laïcité à Bazir. C'est ce que vous venez de décrire dans tous les territoires de Tamazra, vous le trouvez. Le religieux est dans son coin. Utile pour la mort et pour le mariage, et utile pour la vie, mais il reste à sa place. Très bien, merci à vous. Merci Mohamed Bakir, Massine Ferkal, Yasmina Bouzari, Glan Yidnar, Lara Cheikrouch, Aoud Sarah Fanmirth. J'espère salam alaikum la Sensef, Sensef غاف 3 وتسوفرا في بلاص تروكاديرا دور حمي وكانت في الدم غارتمات نيموشا غطاس ديك التاكين تدوك لي وين كساولين غطاس لا غنبوي ذات توسن لا غاودي حمل نسنا نضرا كان تينا ريوان او داهين زهره لي سيدي نسن سثورنا وني وكنا دروحم سواطاس اسن السفت غاف 3 يسيري مرجعكم ذي ثلويث قيمه دوائل مدار تلفزيون ارث مليث